Le 9 janvier 2003, dans la paisible commune de Guermantes, à quelques kilomètres de Paris, une enfant de 9 ans disparaît sans laisser de traces. Ce jour-là, Estelle Mouzin, une enfant joyeuse et pleine de vie, ne rentrera pas chez elle après l'école. Ce qui aurait dû être un retour quotidien banal se transforme en l'un des mystères criminels les plus troublants de l'histoire française. 17 ans plus tard, le tueur en série Michel Fourniret confesse être responsable de sa disparition, mais même ses aveux ne lèvent pas le voile sur toutes les zones d'ombre. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de cette affaire glaçante, où la réalité criminelle côtoie les rumeurs les plus déroutantes. Le 9 janvier 2003, la commune de Guermantes, à quelques kilomètres de Paris, vit une soirée particulièrement glaciale. Les températures ont chuté brutalement au fil de la journée, atteignant jusqu'à -8 degrés Celsius en fin d'après-midi. Le sol est couvert d'une fine couche de verglas, rendant chaque pas prudent et glissant. Le froid mordant semble avoir figé le village dans une immobilité silencieuse. Les volets sont fermés, les rues désertes, et une atmosphère presque irréelle règne sur Guermantes, un lieu d'ordinaire paisible, mais qui ce soir-là paraît presque abandonné. À 18 heures, au moment où la nuit tombe complètement, Estelle Mouzin, une petite fille de 9 ans au sourire radieux, quitte son école après une journée bien remplie. Estelle est une enfant joyeuse, pleine de vie et appréciée de tous. Elle porte ce soir-là un bonnet rouge, une parka beige et un jean, parfaitement préparé pour affronter le froid hivernal. En sortant de l'école, elle est accompagnée de 2 de ses amis. Ensemble, elles discutent, riant et se réchauffant par leur compagnie mutuelle. Arrivées à la boulangerie du village, les 3 filles se séparent. Les amis d'Estelle prennent une autre direction pour rentrer chez elles, tandis qu'Estelle continue seule son chemin. Il ne lui reste qu'environ 500 mètres à parcourir pour rejoindre la maison familiale. Ce trajet, qu'elle connaît par cœur, est d'ordinaire sans histoire. Cependant, ce soir-là, l'obscurité de janvier rend le chemin sinistre. Le sentier qu'elle emprunte est mal éclairé, bordé de jardins plongés dans le noir, et peu de gens osent braver le froid pour être dehors. À partir du moment où Estelle quitte la lumière vacillante de la boulangerie, elle entre dans l'ombre d'une nuit froide et silencieuse. Le petit sentier, normalement tranquille, devient soudainement oppressant. Le village, figé par la glace, est inhabité et le silence n'est brisé par aucun bruit de voiture ou de pas. Estelle continue de marcher, ses pensées sans doute tournées vers la chaleur de la maison qui l'attend à quelques centaines de mètres. Pourtant, quelque part sur ce court trajet, entre l'obscurité des jardins et le froid qui s'intensifie, Estelle disparaît. Sans qu'aucun cri ne soit entendu, sans que personne ne la voie, Estelle s'évanouit dans l'air glacé. Aucun bruit ne vient perturber la tranquillité de la nuit, et les volets des maisons alentours restent clos. La petite fille, qui, quelques minutes auparavant, souriait à ses amis à la boulangerie, n'arrivera jamais à destination. Plus personne ne la reverra. C'est comme si, en l'espace de quelques minutes, elle s'était volatilisée, engloutie par l'ombre et le froid de cette nuit de janvier. Une disparition sans trace ni explication. À 19 heures, Suzanne Mouzin rentre du travail, s'attendant à retrouver ses 2 filles à la maison. Mais Estelle, sa plus jeune, est absente. D'abord intriguée, Suzanne pense que sa fille a peut-être traîné un peu en chemin ou s'est arrêtée chez une amie. Cependant, au fur et à mesure que le temps passe, l'inquiétude monte. Ce n'est pas dans les habitudes d'Estelle de ne pas prévenir, et avec le froid glacial qui règne dehors,
Suzanne commence à craindre le pire. Désespérée, Suzanne appelle les amis d'Estelle, mais aucune d'elles ne l'a vue après leur séparation à la boulangerie. L'inquiétude grandit rapidement. Suzanne décide alors de refaire plusieurs fois le trajet entre l'école et la maison, bravant le froid mordant et le verglas, espérant apercevoir sa fille ou entendre un appel. Mais chaque tentative est vaine et Estelle semble s'être volatilisée dans l'air glacé. Vers 21h30, après plusieurs heures d'angoisse, Suzanne contacte la police. La disparition d'Estelle est jugée très préoccupante et les autorités se mobilisent rapidement. L'heure tardive, le froid intense et l'absence d'indices concrets accentuent l'urgence de la situation. Une course contre la montre commence, car les premières heures d'une disparition sont cruciales pour les recherches. La police, équipée de lampes torches, commence à fouiller les rues désertes et les environs de Guermantes. Le silence du village ajoute à l'angoisse et aucune trace de la fillette n'est trouvée. Le père d'Estelle, Éric Mouzin, informé de la situation, rejoint rapidement les recherches, déterminé à faire tout ce qui est possible pour retrouver sa fille, mais en vain. Les premières heures suivant la disparition d'un enfant sont décisives pour maximiser les chances de le retrouver sain et sauf. La disparition d'Estelle Mouzin plonge immédiatement la police dans un état d'urgence. Dès que Suzanne Mouzin donne l'alerte, les forces de l'ordre se mobilisent. Des patrouilles sont organisées pour fouiller les rues sombres et glacées de Guermantes. Malgré les lampes torches éclairant les moindres recoins, aucune trace de la fillette n'apparaît. Les policiers scrutent attentivement chaque sentier, chaque rue, espérant trouver un indice, un vêtement abandonné, une empreinte ou même un signe de lutte, mais en vain. Le village semble figé dans le silence de la nuit et Estelle, introuvable. Dès le lendemain matin, la police judiciaire de Versailles prend officiellement le relais de l'enquête, considérant la disparition d'Estelle comme une priorité absolue. Une grande battue est rapidement organisée, rassemblant des policiers, des gendarmes, mais aussi des volontaires parmi les habitants. Tous se mobilisent pour quadriller la zone environnante, passant au peigne fin les bois, les parcs et les alentours du village. Des hélicoptères survolent la région avec des caméras thermiques et des chiens pisteurs sont également déployés pour tenter de retrouver une trace olfactive d'Estelle. Mais, malgré cette mobilisation massive et les nombreux efforts déployés, Estelle demeure introuvable. La nuit passe, et avec elle, les espoirs de la retrouver s'amenuisent. Aucun témoin, aucun indice concret n'est découvert pour orienter les recherches. L'enquête, à ce stade, piétine dans le vide. Chaque heure écoulée sans nouvelles réduit les chances de retrouver la petite fille vivante. Les autorités savent que plus le temps passe, plus l'issue de l'affaire risque d'être tragique. Ce vide oppressant, ce silence total autour de la disparition d'Estelle est un obstacle majeur qui rend l'enquête d'autant plus difficile. Les premières 24 heures s'achèvent sans avancée significative, laissant la famille Mouzin dans un état de détresse absolue. Dans les premières heures de l'enquête, la police considère brièvement la possibilité d'une fugue. Cependant, cette hypothèse est rapidement écartée. L'enfant n'a montré aucun signe de mal-être ou de conflit qui pourrait expliquer une telle décision, et fuir par un froid aussi mordant, en pleine nuit, semble hautement improbable. De plus, elle est décrite comme une enfant obéissante et prudente. Dès lors, les enquêteurs se concentrent sur d'autres pistes plus sérieuses. Très vite, les soupçons se tournent vers le cercle familial. Les policiers apprennent que Éric et Suzanne Mouzin sont séparés et que leur divorce est conflictuel. Une tension latente entre les deux parents, ainsi que la situation de garde partagée, pourrait potentiellement jouer un rôle. Les enquêteurs procèdent donc à une enquête approfondie sur chacun des parents. Éric, bien que visiblement affecté par la disparition de sa fille et inquiet des suspicions pesant sur lui, coopère pleinement avec la police.
Il fournit tous les documents demandés, partage son emploi du temps et répond à chaque question des enquêteurs sans réticence. Quant à Suzanne, elle avait accueilli 2 prêtres polonais dans les jours précédant la disparition de sa fille. Cette information intrigue les enquêteurs, qui décident d'enquêter sur ces hommes pour s'assurer qu'ils ne sont pas impliqués. Après des vérifications approfondies, cette piste est également écartée, les 2 prêtres étant innocents. La piste familiale ne mène finalement à rien, et les enquêteurs se retrouvent rapidement face à une impasse, sans preuve ni suspect tangible. En 2003, un nom redouté surgit dans l'enquête. Michel Fourniret, surnommé l'ogre des Ardennes. Fourniret, un tueur en série arrêté en Belgique après une tentative d'enlèvement, est connu pour ses nombreux meurtres de jeunes filles en France et en Belgique. Sa méthode opératoire, l'enlèvement rapide et discret de jeunes victimes, fait écho à la disparition de l'enfant à Guermantes. De plus, Fourniret a résidé à proximité du village pendant plusieurs années, ce qui le rend encore plus suspect aux yeux des enquêteurs. Cependant, Fourniret affirme disposer d'un alibi solide pour la soirée du 9 janvier 2003, date de la disparition de l'enfant. Il prétend avoir passé un appel téléphonique depuis la Belgique à son fils pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Les enquêteurs vérifient l'existence de cet appel et les premiers éléments semblent corroborer son histoire. Cet alibi ralentit considérablement les investigations, empêchant la police de l'inculper à ce moment-là. Les autorités, bien que sceptiques, ne peuvent alors prouver que cet appel n'a pas eu lieu depuis la Belgique. Malgré cet obstacle, les doutes subsistent. L'absence de preuves formelles pour confirmer que Fourniret était bien en Belgique au moment précis de la disparition empêche les enquêteurs de totalement écarter cette piste. Son mode opératoire, son passé criminel et sa connaissance de la région de Guermantes laissent penser qu'il pourrait être lié à la disparition. Pourtant, pendant plusieurs années, cet alibi reste une barrière infranchissable pour la justice, empêchant d'apporter des réponses concrètes à la famille Mouzin. En 2009, un nouvel espoir émerge dans l'enquête lorsqu'une photo troublante d'une enfant ressemblant fortement à Estelle est découverte sur un site pédopornographique en Europe de l'Est. Cette image montre une jeune fille au visage amaigri, suscitant immédiatement une vive émotion chez les enquêteurs et la famille Mouzin. Pour eux, cette photo pourrait représenter la première piste concrète depuis des années. Les autorités lancent rapidement des investigations internationales afin de vérifier l'origine de la photo et d'identifier l'enfant représenté. Cependant, cet espoir est de courte durée. Après des recherches approfondies, il est découvert que la photo avait été prise en 2001, bien avant la disparition d'Estelle. Cette révélation est un coup dur pour la famille et les enquêteurs, qui doivent accepter que la piste ne mène nulle part. L'illusion d'une avancée s'effondre, ramenant l'enquête à son point de départ et laissant encore une fois la famille sans réponse. Malgré cette déception, Éric Mouzin ne perd pas courage. Refusant de laisser l'affaire tomber dans l'oubli, il redouble d'efforts pour maintenir la disparition de sa fille dans l'esprit du public. Éric distribue des milliers d'affiches à travers toute la France, couvrant chaque village et chaque ville avec l'image d'Estelle, espérant que cela déclenchera un nouveau témoignage ou mènera à une piste inexplorée. « Je ne pouvais pas rester passif », explique-t-il, déterminé à continuer la recherche. Pour lui, chaque affiche représente un nouvel espoir, mais malgré tous ses efforts, les résultats ne suivent pas et les mois, puis les années, passent sans aucune avancée concrète. En 2020, après des années de mystère et de suspicion, Michel Fourniret avoue enfin être responsable de l'enlèvement et du meurtre d'Estelle Mouzin. Ses aveux arrivent tardivement, après plusieurs interrogatoires infructueux, où Fourniret avait soigneusement nié son implication. C'est finalement son ex-femme, Monique Olivier, qui joue un rôle déterminant en corroborant les déclarations de Fourniret.
Elle confirme que son ancien mari est bien l'auteur du crime et fournit aux enquêteurs des détails essentiels sur son implication. L'aveu de Fourniret, tant attendu, vient soulager en partie l'enquête, même si de nombreuses zones d'ombre subsistent encore. Ces aveux sont rapidement appuyés par des preuves scientifiques. En fouillant l'une des anciennes propriétés de Michel Fourniret, les enquêteurs retrouvent des traces d'ADN appartenant à Estelle Mouzin sur un matelas. Cette découverte bouleversante confirme les dires du tueur en série et établit un lien direct entre lui et la fillette disparue. Ce moment représente un tournant majeur dans l'enquête, mettant enfin un terme à des années d'incertitude pour la famille Mouzin. Toutefois, malgré ces avancées, l'élément crucial manque toujours, le lieu où repose le corps d'Estelle. En 2021, Michel Fourniret meurt en prison à l'âge de 79 ans, emportant avec lui le dernier secret que tout le monde espérait découvrir: l'emplacement du corps d'Estelle Mouzin. Jusqu'à son dernier souffle, il refuse de révéler où il a caché la fillette, laissant les autorités et la famille dans un désespoir profond. Ce silence final de Fourniret laisse un goût d'inachevé à l'enquête, malgré les preuves accumulées, et plonge la famille Mouzin dans une souffrance renouvelée, incapable de faire leur deuil sans la restitution du corps de leur fille. En marge de l'enquête officielle, des rumeurs étranges et des récits mystérieux ont commencé à émerger dans la petite commune de Guermantes. Peu de temps après la disparition d'Estelle, certains habitants ont affirmé avoir ressenti des présences inhabituelles près du lieu où la fillette a été vue pour la dernière fois. Des témoignages évoquent des sensations de froid soudain, des bruits inexplicables et une impression d'être observé en passant par le sentier mal éclairé. Ces phénomènes ont alimenté les discussions dans le village, donnant naissance à des histoires de fantômes et de présences surnaturelles, même si aucune preuve tangible n'a jamais été apportée pour étayer ces récits. Avec le temps, ces rumeurs ont pris une ampleur plus importante, et certains proches d'Estelle, désespérés de ne pas la retrouver, ont consulté des médiums et voyants pour obtenir des réponses, là où la justice échouait. Ces médiums prétendaient avoir capté des messages de l'esprit d'Estelle, décrivant des visions ou des ressentis de l'enfant dans un autre plan de réalité. Certains affirmaient savoir où le corps se trouvait ou capter des indices sur ce qui lui était arrivé. Toutefois, malgré les espoirs que ces consultations ont pu susciter chez la famille Mouzin, aucune de ces pistes n'a permis de faire avancer l'enquête de manière concrète. Ces pistes paranormales ont nourri de nombreuses spéculations, notamment sur des forums en ligne où les internautes cherchaient à comprendre ce qui avait pu se passer. Certains ont même suggéré que l'endroit où Estelle avait disparu était marqué par un événement ancien, contribuant à la nature inexpliquée de sa disparition. Malgré l'attrait de ces récits pour certains, ils n'ont jamais offert de réponse vérifiable et se sont peu à peu effacés au profit des investigations criminelles plus rigoureuses. L'affaire Estelle Mouzin a été marquée par de nombreuses difficultés judiciaires qui ont ralenti la progression de l'enquête. Dès le début, l'absence totale de témoins et de preuves matérielles a mis les enquêteurs dans une situation d'impuissance. La gestion des premières heures critiques a également été entravée par des moyens limités et malgré la mobilisation rapide des autorités, aucun indice significatif n'a été trouvé. Un autre frein majeur a été l'alibi de Michel Fourniret. Pendant des années, cet appel téléphonique depuis la Belgique a bloqué les investigations. L'absence de preuves techniques pour localiser précisément l'appel a frustré les enquêteurs qui se trouvaient dans l'incapacité de remettre en question cet alibi. Ce n'est qu'en 2020 que Fourniret a finalement admis être impliqué, mais cette confession tardive a ajouté une couche supplémentaire de complexité au dossier. De plus, la nature même des crimes de Fourniret a rendu les investigations particulièrement difficiles. Fourniret, expert en dissimulation, utilisait des méthodes lui permettant d'éviter la surveillance policière. Il payait toujours en liquide,
ne laissait jamais de traces électroniques et savait manipuler ses victimes et l'environnement à son avantage. Ces stratégies ont conduit à des années d'impasse. Le système judiciaire, déjà engorgé, a également montré ses limites face à la lenteur des analyses et la complexité des recours juridiques. Le décès de Fourniret en 2021, avant qu'il ne révèle l'emplacement du corps d'Estelle, a laissé un goût amer d'injustice et de frustration pour la famille Mouzin. Cette affaire met en lumière les lacunes structurelles dans le traitement des crimes complexes et souligne la nécessité de réformes pour améliorer la rapidité des réponses judiciaires dans les affaires de disparition. L'affaire Estelle Mouzin est bien plus qu'un simple cold case. Elle incarne les limites de la justice face à des crimes aussi terrifiants qu'incompréhensibles. Pendant des années, malgré les efforts incessants des enquêteurs et les espoirs suscités par diverses pistes, l'absence de réponse concrète a laissé la famille Mouzin et le public dans un état d'angoisse prolongée. Même après les aveux de Michel Fourniret en 2020, l'impossibilité de retrouver le corps d'Estelle et les nombreuses zones d'ombre qui subsistent dans cette affaire laissent une sensation douloureuse d'inachevé. L'absence de conclusion définitive maintient cette affaire dans une sorte de brouillard judiciaire et émotionnel. Pour Éric Mouzin, le père d'Estelle, la quête de justice et de vérité est loin d'être terminée. Je ne cesserai jamais de chercher ma fille. Estelle mérite d'être retrouvée. Chaque jour qui passe est une nouvelle blessure, mais je continuerai de me battre pour elle. Ces mots reflètent non seulement le combat incessant d'un père, mais aussi la tragédie d'une affaire qui a défié les procédures classiques et mis en lumière les failles du système judiciaire face à des prédateurs tels que Fourniret. Tant que le corps d'Estelle ne sera pas retrouvé, la douleur persistera, tout comme l'engagement de sa famille à obtenir des réponses. Plus de 2 décennies après la disparition d'Estelle, cette affaire reste une énigme qui plane encore sur la France. Elle est un rappel cruel de la fragilité humaine face à l'horreur et du fait que même lorsque l'on connaît le coupable, certaines questions ne trouvent jamais de réponse. Le mystère de l'enfant disparu reste profondément ancré dans la mémoire collective, une ombre qui continue de hanter ceux qui espèrent encore un jour voir la vérité pleinement révélée. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire dramatique. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous si elle vous a plu. Cela m'aide davantage à faire connaître mon travail et à me soutenir également en vous abonnant à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.